Continuons avec la troisième et dernière partie de notre formation NetBasics. Maintenant que nous maîtrisons les notions de réseau et la norme Ethernet, intéressons-nous à la pile de protocoles TCP/IP. Un protocole réseau est un accord, un contrat, selon lequel des données sont échangées entre les ordinateurs. L'accord est constitué d'un groupe de règles et de formats, appelés syntaxes, qui déterminent le comportement de communication des instances devant communiquer dans les ordinateurs. Windows, par exemple, supporte différents protocoles réseau. Pour la communication avec des systèmes, appareils et ordinateurs dans différents environnements, différents protocoles sont donc nécessaires. Voici quelques exemples de protocoles. On parlera bien évidemment aujourd'hui de TCP/IP. Il existe également IPX/SPX, AppleTalk chez Apple, mais aussi NetBEUI. Pourquoi certains protocoles réseau sont-ils routables, d'autres pas? Le routage est réalisé par des routeurs, nous en avons déjà parlé dans les précédents chapitres, et se fait sur la couche 3 du modèle OSI, la couche réseau. Les protocoles de la couche réseau peuvent ainsi être naturellement routés. Mais certains protocoles, comme NetBIOS par exemple, qui est utilisé par Microsoft pour de la résolution de noms, se situent 2 niveaux plus haut sur un routeur. NetBIOS est un protocole de la couche session et ne peut donc pas être routé. La situation est différente avec TCP/IP, puisque pour cette famille de protocoles, l'Internet Protocol IP est disponible sur la couche réseau. Ainsi, TCP/IP est routable. Pour communiquer en Ethernet, 2 machines doivent le faire via les adresses utilisées sur Ethernet, les adresses matérielles dites adresses MAC. Chacune doit donc connaître l'adresse MAC de l'autre afin de formater convenablement les trames Ethernet qu'elle souhaite ensuite s'envoyer. Voici un exemple de la table MAC d'un PC sous Windows. On voit bien l'association entre l'IP d'une machine et son adresse physique. Si l'on vide cette table dynamique, l'apprentissage a lieu à nouveau dès que l'on contactera une ressource du réseau et la machine réapprendra l'adresse physique de l'équipement contacté. Avec le programme d'analyse de réseau Wireshark, vous contrôlez tous les protocoles réseau usuels. C'est d'ailleurs avec Wireshark que vous pouvez voir comment un ordinateur qui ne connaît que l'adresse IP d'un équipement tiers doit d'abord récupérer l'adresse MAC correspondante avant de pouvoir le contacter pour lui envoyer de l'information. Ici, Wireshark nous montre, petit 1, comment l'ordinateur cherche l'hôte dont l'adresse IP est 172.31.255.31, la machine recherchée, et cette recherche se fait à l'aide de broadcast. En outre, il apporte à ce correspondant l'information de sa propre adresse IP et de sa propre adresse MAC. Petit 2, Wireshark nous montre comment le correspondant, qui a l'adresse IP recherchée, et l'adresse MAC, qui sera ensuite utile pour formater les trames Ethernet, répond à l'ordinateur requérant. Petit 3, comment l'ordinateur peut ensuite envoyer à la machine tiers sa requête, un ping par exemple, ou n'importe quelle trame de communication. IPv4 utilise des adresses de longueur 32 bits, soit un maximum d'environ 4 300 millions d'adresses possibles. Habituellement, les adresses IPv4 sont écrites de manière décimale en 4 blocs, séparés par un point. Par exemple, 207.142.131.235. Par bloc, 8 bits, soit un octet, sont résumés. Ainsi, pour chaque bloc, on obtient un intervalle de valeur décimale de 0 à 255. Avec l'évolution vers IPv6, on utilise des adresses à 128 bits. Une adresse IP est divisée en une partie réseau et une partie host, l'adresse. Des ordinateurs se trouvent dans le même réseau IP si la partie réseau de leur adresse est identique. Ceci est la condition pour que ces ordinateurs puissent communiquer entre eux sans l'intervention d'un routeur. Dans un même réseau, on ne doit pas utiliser une même adresse 2 fois. Pour la communication entre des réseaux différents, on a besoin d'un routeur. L'administrateur donne à chaque appareil participant une partie adresse distincte. Souvent, l'allocation de l'adresse est prise en charge par un serveur DHCP. Le propriétaire ou l'administrateur du réseau donne l'adresse réseau. Sur Internet,
c'est l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, qui se charge de l'allocation des adresses réseau publiques. La répartition exacte entre partie réseau et partie host est indiquée sous la forme du masque de sous-réseau, par exemple 3 × 255.0. Une notation alternative peut être par exemple l'adresse réseau 192.168.0.0/24. Le 24 signifie que les 24 bits de gauche du masque de sous-réseau sont égaux à 1 et que la partie adresse ne changera pas. C'est la partie machine qui pourra varier dans les 8 bits restants. Voici une liste des blocs d'adresses IPv4 dites spéciales. Quelques remarques sur cette liste. Premièrement, le réseau 127.0.0.0/8 fait référence à l'ordinateur local lui-même, ce qu'on appelle l'adresse de loopback. Depuis ce domaine de réseau, l'adresse 127.0.0.1 par exemple est souvent associée avec le nom d'hôte localhost. Les adresses de ce domaine servent à la communication d'un client avec un process server sur le même ordinateur pour des tests de la pile réseau par exemple. Deuxième remarque, l'adresse spéciale 4 × 255, la dernière de ce tableau, peut, en plus de l'adresse de broadcast la plus haute du réseau d'appartenance de la machine, être utilisée également en tant qu'adresse de broadcast. Ainsi, l'émission de broadcast est possible sans même avoir connaissance sur d'autres paramètres du réseau. Ceci est important pour les protocoles tels que BOOTP et DHCP. Dans TCP/IP, on distingue deux grands protocoles très communément utilisés. Le premier, Transmission Control Protocol, littéralement protocole de contrôle de transmission, ou son acronyme TCP, est un protocole de transport fiable en mode connecté. Dans le modèle TCP/IP, TCP est situé au niveau de la couche de transport, entre la couche réseau, la couche 3, et la couche application, les couches applicatives, hautes 5, 6, 7. Il permet au niveau des applications de gérer les données en provenance ou à destination de la couche inférieure du modèle, c'est-à-dire le protocole IP lui-même. Et lorsque les données sont fournies au protocole IP, celui-ci les encapsule dans des datagrammes IP en fixant le champ protocole à la valeur 6. TCP est un protocole orienté connexion, c'est-à-dire qu'il permet à deux machines qui communiquent de contrôler l'état de la transmission. Deuxième grand protocole, User Datagram Protocol, l'acronyme UDP et en français protocole de datagramme utilisateur. Il fait partie de la couche transport de la pile de protocole TCP/IP et appartient, comme TCP, à la couche 4. Le rôle de ce protocole est de permettre la transmission de données de manière très simple entre deux entités, chacune étant définie par une adresse IP et un numéro de port. Contrairement au protocole TCP, il fonctionne en mode non connecté. Il n'existe pas de procédure de connexion préalable à l'envoi des données et il n'y a pas de garantie de livraison correcte d'un datagramme à sa destination. L'ordre d'arrivée des datagrammes peut différer de l'ordre d'envoi. Il est également possible que des datagrammes soient dupliqués. TCP/IP ne connaît qu'une seule couche pour ses protocoles d'application. Sur le modèle OSI, les protocoles d'application TCP/IP peuvent être répartis sur 3 couches. Voilà les 3 couches du modèle OSI, session, présentation, application, et quelques exemples symboliques de protocoles. Pour qu'une communication entre les différents systèmes soit possible, on doit utiliser des ports. Ceux-ci décrivent d'où et où les informations correspondantes sont transportées. Les ports sont enregistrés auprès de l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, et doivent être utilisés selon les règles fixées par cet organisme. Ils sont divisés en 3 domaines. D'abord les Well-Known Ports de 0 à 1023. Ensuite les Registered Ports de 1024 à 49 151. Et les Dynamic or Private Ports de 49 152 à 65 535. Les 1024 premiers ports, les Well-Known Ports, regroupent et référencent les applications les plus communément utilisées. Ce sont donc aussi les ports les plus attaqués. Lorsqu'un navigateur web recherche une adresse Internet, les systèmes suivants sont nécessaires. Premièrement, DNS,
pour Domain Naming System, qui résout l'adresse Internet en une adresse IP. Ensuite, ARP, Address Resolution Protocol, qui résout l'adresse IP en une adresse MAC. Ce n'est qu'entre la propre adresse MAC et l'adresse MAC recherchée que la communication a réellement lieu sous forme de transfert de bits. Le nom DNS permet aux hommes de mieux se souvenir d'adresses Internet, parfois complexes à mémoriser. Son rôle principal est cette structuration et la réponse à des requêtes de résolution de nom DNS. DNS est ainsi l'un des services les plus populaires et importants sur Internet. La configuration de TCP/IP dans Windows peut avoir lieu de manière dynamique ou statique. Avec la configuration dynamique, le concept DHCP pour Dynamic Host Configuration Protocol est mis en avant. Avec la configuration statique, la configuration TCP/IP doit être définie manuellement. Le risque d'une erreur de configuration est plus élevé. Doublon d'IP, mauvais plan d'adressage, faute de frappe. DHCP est un concept client-serveur. Les serveurs centralisent la configuration TCP/IP pour de nombreux clients DHCP. Ainsi, les administrateurs ne doivent plus saisir manuellement la configuration TCP/IP de chaque système. Un client recherche un serveur DHCP au démarrage, le prochain serveur DHCP lui donne la configuration souhaitée ou bien une configuration TCP/IP correspondant à sa requête. De nombreux équipements utilisent DHCP comme des imprimantes, des caméras, des bornes Wi-Fi et évidemment l'ensemble de nos machines. Dans le cas où un serveur DHCP ne peut pas être atteint pour la location automatique d'une adresse IP, Windows détermine lui-même l'adresse IP à employer. Il prend une adresse IP qui n'est pas encore utilisée dans un domaine précisément établi, dont les adresses se situent entre 169.254.0.1 et 169.254.255.254. Cette adresse est utilisée jusqu'à ce qu'un serveur DHCP soit trouvé. Avec cette méthode, on ne peut pas allouer de serveur DNS et de passerelle par défaut, on ne peut donc pas naviguer sur Internet. L'IANA a réservé ce réseau de classe B pour des réseaux privés, et uniquement privés. Outre Microsoft, les clients Apple utilisent également cette technique. On l'appelle APIPA pour Automatic Private IP Addressing. Les réseaux peuvent être subdivisés en segments. La différence entre un segment physique et un sous-réseau logique est importante. Les segments sont créés à l'aide de routeurs ou de bridges. Les sous-réseaux sont des structures TCP/IP logiques. Imaginez un vaste bâtiment composé uniquement d'un toit et de ses 4 murs. Si je devais discuter avec un tiers se trouvant lui aussi dans ce bâtiment, j'aurais sûrement à forcer la voix pour qu'il m'entende. De plus, n'importe qui se trouvant dans le bâtiment pourrait potentiellement entendre et comprendre notre communication. Il est donc plus simple de segmenter le bâtiment en salles par le biais de cloisons, physiquement avec des switches ou logiquement avec des VLAN. J'ai à crier beaucoup moins fort, les communications sont plus sécurisées, et mes broadcasts, quand je cherche à donner la même information à plusieurs personnes lors d'une formation par exemple, impactent moins les autres habitants du bâtiment. Une notion très présente dans la couche TCP/IP, le NAT. Le NAT, pour Network Address Translation, est le procédé qui permet de remplacer automatiquement et de manière transparente les informations d'adresse contenues dans les paquets de données par d'autres informations d'adresse. Le NAT est très fréquemment utilisé sur les routeurs et les firewalls. En plus de la translation d'adresse IP, on peut en même temps traduire aussi les numéros de port et les modifier ainsi à la volée. Le routage est la base de l'Internet. Sans le routage, l'Internet n'existerait pas, tous les réseaux seraient autonomes. Lorsqu'il s'agit de faire communiquer des réseaux avec des adressages dits privés avec des réseaux à l'adressage public, le NAT est indispensable. Tant que les communications restent locales dans 2 réseaux privés différents ou entre 2 réseaux publics différents, les routeurs se contentent d'effectuer cette fonction de routage.
Le NAT est utilisé pour diverses raisons. Principalement, il est nécessaire parce que les IPv4 publics sont de plus en plus rares et parce que l'on utilise par conséquent dans un réseau interne privé des adresses uniquement dites privées. Pour que l'on puisse quand même communiquer avec Internet, les adresses internes privées doivent être transcrites en adresse publique au niveau de la passerelle vers Internet ou vers le réseau public. En général, le NAT est utilisé à un passage entre deux réseaux. Un tel appareil NAT peut être un routeur, un firewall ou un appareil spécifiquement créé pour l'occasion. Ainsi, par exemple, un appareil NAT peut relier deux cartes réseau du réseau local vers Internet. On fait la distinction entre le source NAT, par laquelle l'adresse IP source est remplacée, c'est ce qui s'opère lorsque un utilisateur du réseau local va naviguer sur Internet. Il ne le fait pas avec sa propre IP locale, mais bien avec l'IP public du routeur. On distingue donc le source NAT du destination NAT, par lequel l'adresse IP de destination est remplacée. Cette fois-ci, c'est lorsqu'un internaute cherche à accéder à une ressource locale du réseau. Il le fait en arrivant sur l'adresse publique du routeur et il est redirigé vers une nouvelle destination qui est cette fois-ci locale. Si les numéros de port sont également modifiés, on parle alors de masquage ou de PAT pour Port Address Translation. Internet est constitué de la suite réseau, routeur, etc. Et les informations se propagent ainsi de proche en proche. Le routeur est utilisé par le protocole routable TCP/IP pour échanger les données entre différents sous-réseaux. Si les données peuvent être déposées dans leur propre sous-réseau, les routeurs n'entrent pas en jeu. Si ce n'est pas le cas, les données sont envoyées à la passerelle par défaut, appelée également routeur par défaut. L'ordinateur d'origine enregistre pour cela toujours l'adresse MAC de l'ordinateur de destination correspondant ou de la passerelle par défaut. Cette adresse est conservée par Windows quelques dizaines de secondes à quelques dizaines de minutes au maximum, dans la mémoire appelée cache ARP, avant d'être supprimée, pour être réapprise dynamiquement si c'est nécessaire. Cela génère des problèmes en cas de changement rapide de système avec la même adresse IP et différentes adresses MAC. Si deux ou plusieurs routeurs sont présents sur un même réseau, des fonctions comme le RIP ou l'OSPF peuvent être activées et configurées. Chacun s'échange ainsi les tables de routage sans que l'administrateur ait à les définir dans chaque équipement manuellement. Quelques outils pour tester nos configurations. L'administration d'un réseau nécessite souvent de bonnes connaissances en outils de base TCP/IP. En voici quelques-uns. Les pages suivantes vont vous présenter quelques-uns de ces outils pour la ligne de commande intégrée dans Windows. Donc quelques outils disponibles sous DOS. On a déjà parlé de la table ARP de l'ordinateur et de la commande associée qui s'appelle ARP, qui permet avec l'extension -A de l'afficher ou -D pour la vider complètement et manuellement. La commande ipconfig vous affiche de manière plus ou moins détaillée la configuration réseau des différents adaptateurs de l'ordinateur. Si vous ajoutez l'extension /all A2L pour des informations détaillées, vous obtiendrez l'adresse MAC, l'adresse IP du potentiel serveur DHCP, etc. Comme on trouve entre deux systèmes IP d'autres systèmes utilisant la couche IP la plupart du temps, il est important de connaître quel membre intermédiaire peut potentiellement provoquer des problèmes de connexion. On utilise pour cela la commande ping. Il envoie des paquets écho au système de destination et attend l'écho de retour sous forme de paquet réponse. Un ping peut être réprimé et arrêté par le firewall. Pas de réponse de l'ordinateur de destination, bien qu'il y en ait une. Pratique, si vous utilisez l'option -T, vous lancerez un ping en continu jusqu'à ce que vous choisissiez vous-même de l'arrêter. La commande tracert fait la liste des sauts, qu'on appelle également hop, ou nœuds suivants, entre le système actuel depuis lequel vous lancez la commande et un système de destination, et pour chaque saut, vous aurez les temps de parcours qui vous seront affichés. Ceci est très utile lorsque l'on doit savoir à quel endroit du chemin vers le lieu de destination la connexion a un problème. Attention, un équipement de routage peut parfaitement refuser de jouer le jeu du tracert, bien qu'il décide malgré tout de laisser le paquet continuer son chemin.
NSLOOKUP fournit des informations DNS sur l'hôte, les adresses IP, ou les domaines et les serveurs de messagerie, etc. NSLOOKUP peut être utilisé comme outil de ligne de commande ou en mode interactif. Netstat fait la liste des statistiques de protocoles et des connexions réseau actuellement en cours. À l'aide de ces statistiques, on peut trouver quels ports sont ouverts ou quelles connexions vers des ordinateurs distants sont existantes. Pour les connexions existantes, on peut, entre autres, voir l'adresse du poste distant avec lequel la communication a été établie. Il est aussi possible avec Netstat d'afficher la table de routage de l'ordinateur et de vérifier ainsi qu'un sous-réseau distant est accessible par le routeur attendu, ou s'il sera nécessaire ensuite d'altérer manuellement cette table de routage pour rendre un réseau distant dorénavant accessible par un nouveau routeur. Voilà, ce module de formation en ligne NetBasics est maintenant terminé. Vous allez pouvoir passer avec succès, je l'espère, le test en ligne correspondant. Je vous remercie pour votre attention et espère vous retrouver rapidement dans une de nos salles de formation pour la suite du cursus des formations XL. Bonne journée!